causeries de la manufacture. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être présentes et présents pour cette première causerie impulsée par la manufacture CDCN dans le cadre de son programme de culture chorégraphique en ligne Dansonnaire. Donc, Dansonnaire produit et recense des formes de propositions artistiques pour proposer régulièrement un agenda thématique qui contient différents rendez-vous. Alors, pour présenter brièvement les causeries, l'équipe de la manufacture propose d'initier des rencontres et des conversations entre des personnes inspirantes afin d'échanger sur un sujet spécifique en lien avec la thématique de Dansonnaire. Donc, cette semaine, nous recevons artistes, chorégraphes, chercheurs et chercheuses pour nous parler de nature, d'écologie, d'océan et de danse. Alors, pour cette discussion, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui deux artistes qui ont au cœur de leur projet le lien à l'environnement. Donc, Marine Chénet, chorégraphe et performeuse française, Éléonore Valère-Lachki, chorégraphe et interprète. À leur côté, François Serrano, qui est docteur en océanographie et plongeur professionnel. Et pour aménager la discussion, et je lui laisse la parole ensuite, nous accueillons Marissa Hayes, artiste franco-américaine et rédactrice en chef de la revue Repère Cahiers de danse. Moi, c'est Marine Chénet et je suis chorégraphe de la compagnie One Breath, donc, qui est une compagnie implantée en Bretagne qui se spécialise en danse bio-inspirée, donc qui est un concept que je développe entre éveil perceptif et biomimétisme et connaissances scientifiques. Voilà. Merci. Éléonore? Alors, moi, je suis danseuse et chorégraphe. Et donc voilà, j'ai beaucoup collaboré avec différents metteurs en scène et chorégraphes. Et il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'ai eu des enfants et j'ai eu un grand... voilà, je pense que c'est très probablement un des facteurs qui m'a propulsée vers le désir de faire quelque chose avec les outils qui sont les miens, c'est-à-dire le texte et la voix, pour vraiment rejoindre ce grand mouvement de révolte et d'espoir que connaît le monde en ce moment, qui est sur le thème de la crise écologique. Et donc voilà, c'est tout simplement parce que j'ai été touchée, parce que j'ai aussi eu peur, hein, pour ma famille, pour nous tous, que j'ai décidé d'utiliser mes petits outils pour moi aussi prendre part à cette grande révolution. Voilà. Merci. François? Bonjour, je suis François Sarano, océanographe, plongeur, curieux et surtout amoureux de toutes les créatures vivantes. Et j'ai envie de partager ce bonheur fou que les rencontres avec les autres nous offrent pour que chacun puisse en profiter, ressentir à quel point c'est un bonheur infini que de partager ça. Et ainsi, tout naturellement, d'avoir envie de préserver cette richesse et d'offrir à nos enfants un monde plus riche que ce qu'il est aujourd'hui. Je suis Marissa Hayes, rédactrice en chef de la revue Repère Cahiers de danse à la Briqueterie, CDCN du Val-de-Marne. Je suis historienne de la danse et mes recherches portent sur les questions de représentation en vidéodanse. Donc, je suis très, très intéressée par les représentations des chorégraphies à l'écran, d'où vient mon intérêt pour l'écologie, parce que je pense qu'avec les représentations à l'écran des environnements auxquels nous n'avons pas régulièrement accès, on peut aussi inspirer une appréciation pour les espèces et pour les environnements qu'on ne connaît pas forcément très profondément. Voilà, donc merci à toutes et à tous et bonne causerie. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, un grand merci à la manufacture CDCN pour cette occasion d'échanger avec trois intervenants passionnants autour des questions écologiques. Merci à toute l'équipe pour l'organisation et un grand merci en avance à vous trois
nos intervenants aujourd'hui. Ce sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous et vos projets artistiques et scientifiques. Donc, tout d'abord, j'adore le titre de cette causerie, La nature et nous. Il me semble qu'à l'ère actuelle, c'est un rappel urgent que nous aussi, les humains, nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas au-dessus, nous faisons partie de cette grande toile intégrale. Et ça, c'est essentiel à rappeler à tout le monde. Et puis, on va discuter 3 types de projets différents aujourd'hui, mais quel que soit le format, que ce soit une vidéo danse, un film documentaire ou une pièce scénique, je pense que ce qui est essentiel, c'est que ces projets proposent chacun une expérience sensible via la transmission kinesthétique et la transmission audiovisuelle qui permet à chaque spectateur de penser autrement, de recevoir les informations autrement et de vraiment confronter ces questions et ces thèmes autrement dans son corps. Donc ça, c'est très important. Et je pense que cette question relationnelle, corporelle, c'est intéressant aussi aujourd'hui dans un contexte juridique par rapport à ce qu'on appelle la personnalité juridique. Parce qu'aujourd'hui, on questionne même la nature de ce qui constitue un corps et qui reçoit le statut de qui est reconnu en tant que personne. Donc récemment, par exemple, le Parlement néo-zélandais a reconnu une rivière, la Wanganui, en tant que personne. Donc la rivière porte maintenant ce statut. Et je cite, le Parlement donne à ce statut à la rivière, déclarant que toutes les parties de la rivière sont indivisibles et représentent une entité vivante avec les droits et les pouvoirs associés. Ça, c'est énorme par rapport aux autres reconnaissances qu'on a aujourd'hui par rapport à la protection des terrains, des parcs nationaux ou des espèces protégées, parce que là, on reconnaît qu'il s'agit d'une entité vivante. On pose la même question pour les animaux, notamment récemment les mammifères, les singes, les éléphants, etc. Et dans ce contexte, je souhaiterais proposer une première question à Marine et à François concernant votre travail en milieu océanique. Tout d'abord, peut-être vous pouvez commencer en présentant un petit peu les informations clés concernant vos motivations et vos méthodologies de travail. Mais après, peut-être vous pouvez évoquer ce rapport avec les autres espèces, notamment les baleines dans le cas de Marine, et les autres espèces marines que vous rencontrez dans ce milieu. Donc, à vous deux, Marine et François. Merci Marissa. François, si tu veux commencer. Commencer par dire que depuis tout petit, j'aime épouser l'eau. Épouser l'eau, ça veut dire s'y fondre complètement et se laisser porter par elle pour être la vague quand elle est vague et savoir quand elle vous propulse contre le rocher, ne pas résister parce qu'elle-même rebondit, vous repartez avec elle et donner juste l'impulsion nécessaire pour flotter et repartir et rebondir encore et encore quand elle vient frapper et lécher le rivage. Cette épousaille de l'eau, de son mouvement, de sa vie, vous fait changer de compréhension du monde et il vous fait changer de repères. Nos repères à terre sont des repères qui sont très vite en 2 dimensions. Je marche à terre, je peux sauter, mais pas beaucoup plus loin. Alors que d'entrer dans l'eau, on est à 3 dimensions. Et puis nos sens, ceux qui nous permettent de nous repérer, de percevoir l'environnement à terre, ne servent plus tout à fait de la même manière.
on n'entend pas très bien dans l'eau, on ne voit pas bien, l'eau est tout de suite très dense. Et il faut essayer d'oublier ce qui nous fait prendre conscience du monde à terre pour essayer de vivre autrement avec nos sens dans un autre monde. Donc d'entrée, ce changement de repère, cette translation nous ouvre ou au moins nous fait oublier nos repères et oui, c'est ça, il nous ouvre à d'autres formes de perception qu'ont les animaux marins et qui font qu'ils ne vivent pas le monde comme nous le vivons. Et donc, en ce sens, le milieu aquatique, et c'est ce que j'ai vécu très très tôt quand j'étais enfant, nous fait comprendre que notre vision du monde, notre perception du monde n'est pas unique et que l'océan est un bon creuset pour essayer de vivre un petit peu comme d'autres êtres vivants et ainsi nous rapprocher de cette différence universelle. C'est paradoxal de dire que c'est une différence universelle parce que chaque être vivant est différent et c'est donc cette universalité de la différence qui fait la richesse du vivant. C'est peut-être un peu abscon ce que je dis parfois, mais c'est un ressenti formidable. Quand on est dans l'eau, on est plus loin que Star Trek, on est plus loin que les explorateurs de nouveaux mondes. Quand on s'oublie complètement, et je crois que c'est la première chose qu'il faut faire avant d'aller rencontrer qui que ce soit, c'est s'oublier. Y aller nu, la tête vide, le cœur ouvert, l'écoute ouverte. Et à ce moment-là, on peut tenter de rencontrer les autres, avec un grand A, qui vivent là. Et quand on est dans ces dispositions-là, je pense qu'on peut les recevoir. Et c'est ce qui arrive lorsque tout d'un coup, vous êtes en plein océan, vous flottez 20 mètres sous la surface, 3000 mètres sous vos palmes, et que tout d'un coup, vous entendez. Vous ne voyez rien, mais que lui vous a vu et qu'il vous approche. C'est un cachalot gigantesque qui vient vers vous et qui s'offre à vous. Il s'offre parce qu'il veut rentrer en relation. Il veut en rentrer à la relation avec ses attitudes, son appréhension du monde et son langage. C'est une invitation, vous ne la comprenez pas, vous ne la comprendrez jamais, il ne vous comprendra jamais. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, on va vivre un moment de bien-être, on va danser ensemble à 3 dimensions parce que l'eau est telle qu'elle vous porte et qu'elle le porte lui. Le cachalot, 50 tonnes de délicatesse et de légèreté, comme un papillon. Et pendant ce moment où chacun a envie de toucher l'autre, de comprendre le monde de l'autre, d'inviter l'autre, alors il y a un échange incroyable qui se fait entre deux êtres qui ne se comprennent pas, mais qui pourtant, pendant un moment, vont vivre un moment de bien-être formidable. Voilà un peu les conditions, à la fois le préalable, être ouvert complètement, et ce qui arrive quand tout d'un coup, on rencontre un alien tellement différent de vous que vous pensez ne jamais pouvoir le rejoindre, mais que parce que vous avez la volonté de l'écouter, de le rejoindre, tout d'un coup, vous vous joignez pour un instant. Et c'est un instant de magie qui dit que même si on ne comprend pas les autres, tous les autres, les humains qui ont des religions, des traditions, des cultures différentes, le seul fait de vouloir se comprendre amène à la magie du vivant. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus sur tout ce que nous vivons, nous, en plongée, où la seule inspiration nous transforme en papillon léger, et la seule expiration nous permet de descendre en feuilles mortes vers le récif qui est juste là, et sur lequel se dresse une forêt incroyable de gorgones plexorides qui dansent comme ça, et au moment où vous allez les atteindre, une inspiration, mais vous envolez au-dessus d'elles et vous pouvez les effleurer, remonter, nager, aller vous poser à côté de ce poisson papillon. Et puis là, tout d'un coup, prenant le contre-courant,
vous remontez légèrement et vous vous laissez glisser dans ce banc immense de barracuda qui vous laisse entrer parmi eux parce que vous êtes eux, parce que vous agissez comme eux, parce que vous flottez comme eux. Et vous vous retrouvez œil contre œil, nageoire contre épaule, dans un banc qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est que miroitement argenté. Et, et vous êtes dans un autre monde. Voilà. Bon, il y aurait mille choses à dire, je ne sais pas que dire d'autre. Si, une chose que je voudrais dire, dans le commencement de cette introduction, j'ai eu un moment, cette idée qu'il fallait absolument qu'on dise qu'il faut faire exploser l'idée de ce dualisme culture-nature. On est nature, on n'est pas différent dans ce sens qu'on est plus ou moins, on fait partie de ce monde, on est parcelle d'océan, on est parcelle de vivant. Et même si cette parcelle a une originalité formidable, les humains, nous sommes des originaux, mais les autres sont des originaux aussi. On est des merveilleux parmi des milliers de merveilles. Et ce n'est pas simplement au niveau de l'espèce que je voudrais dire ça, mais au niveau des individualités. Avec mes amis plongeurs, avec mon épouse Véronique, avec René, avec Hugues, nous sommes accueillis par une famille de cachalots depuis maintenant une dizaine d'années environ. Et nous vivons régulièrement parmi eux, au point que nous sommes admis dans les moments de grande intimité. Nous pouvons assister à des allaitements au plus près où nous voyons le petit. C'est un moment de grande intimité, de grande vulnérabilité, et nous sommes là, et nous voyons la mère allaiter le petit, et ces petits que nous voyons grandir, dont nous voyons les personnalités s'affirmer, très rapidement, nous en reconnaissons l'identité, la personnalité. On n'a même plus besoin de les reconnaître grâce à leur morphologie, mais leur attitude, leur attention à nous. Chacun a son identité propre. Et quand j'entends qu'on donne une identité, et je suis super heureux de ça, à une rivière, mais il faut la donner à chaque être vivant. Chaque être vivant est une personne non humaine. Et chez nous, c'est une sorte d'évidence quand on vit au milieu de ce clan de cachalots. Arthur ne sera jamais Elliot, Elliot ne sera jamais Tache Blanche. Ils ont tous des personnalités fortes. Et personnalité, c'est pas simplement identité. Identité, c'est une identité génétique, tout le monde en a une. Chaque être vivant, même une bactérie. Personnalité, c'est quelque chose qui se construit à chaque minute. C'est une dialectique entre ce qu'on propose, ce qu'on reçoit et ce qui nous change et qui permet que nous changions le monde qui est autour de nous. La personnalité est quelque chose qui est une dynamique permanente. Et bien ça, on le voit avec nos amis cachalots qui s'enrichissent des expériences que nous vivons et des expériences qu'ils vivent évidemment par eux-mêmes quand nous ne sommes pas là, et qui permet un dialogue incessant et qui nous change en permanence. La vie n'est que dynamique, et c'est ce qu'on apprend au contact de ces autres qui sont si différents. Pardon, je veux pas monopoliser la parole, mais il y a tant à dire, je m'excuse, je vous en prie. Non, merci beaucoup pour cette formidable présentation de votre approche. Et peut-être c'est un bon moment pour passer à Marine, qui collabore avec vous, je sais. Et Marine, comment tu es entrée dans cette collaboration avec François? Et est-ce que tu peux parler des liens entre tes pratiques en tant que danseuse et ce milieu océanique? Parce que tu es plongeuse aussi, je le sais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces expériences corporelles et comment cela a peut-être fait évoluer tes rapports avec la nature, avec les autres espèces, etc.? Oui, bien sûr. Alors déjà, j'adorerais collaborer avec François, mais ce n'est pas le cas. On va le faire. On va le faire, voilà, c'est ça. Et merci beaucoup François pour cette introduction. Ça a réactivé en moi le frisson du grand bleu. Et par rapport, pour rebondir à ce que tu disais sur le fait de cet environnement océanique qui n'est pas le nôtre,
c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup à rappeler du fait que déjà, on vient de cet élément. Et puis, quand nous, la composition de notre sérum à l'intérieur du corps, il y a des éléments qui sont absolument identiques à ceux de la composition chimique de l'océan. Donc ça, je trouve qu'aussi, c'est un beau parallèle par rapport à la nature et nous, parce que de manière constitutive, c'est le cas. Et je trouve ça beau à rappeler. Alors écoute, d'abord un petit peu pour remettre un petit peu les pieds dans les motivations, moi, qui m'ont poussé à orienter les projets de la compagnie dans le domaine de l'écologie et bon, plus particulièrement de l'océanographie. Ça a d'abord été ce constat de voir qu'il ne nous était pas évident au quotidien d'incarner ce qui se dit sur les discours sur l'écologie et le développement durable, le fait que ça ne descend pas dans le corps. En tout cas, moi, c'est mon observation. Et tant que ça ne descend pas, que ça ne s'incarne pas, la portée, la résonance, elle va rester limitée. Et dans un même temps, je me faisais aussi cette réflexion que notre lien, le lien que nous entretenons avec l'environnement, il n'est pas différent de celui que nous entretenons avec tout ce avec quoi nous sommes en relation au quotidien. Donc la manière dont là on s'écoute, on se parle, mais aussi la manière dont on entre dans un espace, dont on rentre chez soi, enfin voilà, tout ça est vraiment en relation. Et je me disais que du coup, travailler à affiner et à conscientiser nos modes de présence et peut-être à ouvrir notre palette justement de modes de présence et surtout de possibilités de répondre aux choses, pas seulement de réagir, que ça ne pouvait avoir qu'une répercussion nécessaire, en tout cas sinon positive pour l'environnement. Et par rapport, donc pour replacer un petit peu dans le contexte ce dont je vais parler tout à l'heure, c'est en relation avec un programme que je suis en train de développer qui s'appelle Sanctuaire Ardent, qui mêle directement des expériences d'immersion et notamment la création de vidéodances dont on a réalisé la plus grande partie cet été à La Réunion, effectivement avec les baleines à bosse, ou en tout cas sur le processus de rencontre avec les baleines à bosse et les démarches nécessaires. Et puis directement à une création de plateau que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Donc c'est un programme voilà, qui relie directement des expériences d'immersion à une transposition sur un plateau scénique. Et donc, par rapport à la méthodologie appliquée, je te remercie, Marissa, d'avoir utilisé le mot de méthodologie parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu ambigu aujourd'hui par rapport à ce rapport d'immersion et notamment de mise à l'eau avec les cétacés qui est très souvent, comment dire, qui est très souvent envisagé sous un angle assez consumériste. Le whale-watching a un engouement aujourd'hui vraiment très fort. Et les gens, parce qu'ils payent, du coup, ils ont 2 heures, 2 heures et demie où ils veulent absolument rencontrer ces animaux. Et donc avec une pression de temps, une pression économique, voilà, et tout ça crée des enjeux qui sont très problématiques. Et donc pour moi, sur ce projet, il était vraiment important aussi de donner à voir toute la démarche nécessaire en fait pour essayer d'avoir une rencontre qualitative dont parlait François, qu'évoquait François, éventuellement cet espace de danse relationnelle entre 2 espèces. Et tout ça, ça a été vraiment long. Ça a pris des mois et des mois, donc à la fois de démarches administratives, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où les mises à l'eau avec les cétacés sont autorisées, et je pense qu'il va y en avoir de moins en moins. Ce qui est dommage à mon goût, parce que je pense justement qu'il faut encourager l'expérience de la nature et l'expérience de rencontre avec le vivant plutôt que de l'interdire. Mais voilà, il paraît plus facile de faire comme ça, ou en tout cas par rapport aux pressions économiques, que c'est peut-être, je ne sais pas, François en parlera peut-être, mais que c'est peut-être malheureusement une décision à prendre en ce sens. Ça, je ne vais pas voilà, je ne pense pas non plus au fond de moi, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, il y a énormément de protocoles et de règles à suivre pour pouvoir se mettre à l'eau avec les cétacés. Donc ça, voilà, juridiquement, il y a déjà eu beaucoup de démarches à faire là-dessus. Et puis aussi, physiquement, j'ai eu un entraînement particulier, donc anaérobie,
puisque j'ai décidé que le tournage se ferait intégralement en apnée, donc que ce soit pour le caméraman comme pour moi, pour pouvoir être dans une position de vulnérabilité, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans un milieu, pas comme quand on rentre chez soi, mais de se déposséder de choses, de s'oublier, comme disait François, et l'apnée est vraiment merveilleuse pour ça, parce qu'en fait, on est soumis à son souffle, donc on est tout de suite transposé dans un état intérieur de présence où on n'a pas le choix. Si on reste cramponné à nos habitudes de faire, alors soit on s'angoisse, ou soit en tout cas on ne se sent pas bien, donc il faut remonter. À l'intérieur de l'apnée, il y a vraiment quelque chose où on est obligé de lâcher prise, enfin en tout cas de lâcher quelque chose, de s'ouvrir et de voir que potentiellement il faut nous reprogrammer, reparamétrer les choses pour pouvoir co-créer avec ce qui nous entoure et composer avec voilà, tous les éléments extérieurs que sont la houle, la présence d'animaux, voilà, tout ce qui fait la richesse et aussi, les dangers parfois des environnements desquels on n'a pas l'habitude. Donc il y a eu tout un travail physique de préparation à faire pour aussi adapter le corps à avoir moins d'oxygène et à supporter plus de dioxyde de carbone, et surtout quand on danse sous l'eau, parce que là, il ne s'agissait pas justement juste de descendre, mais de descendre, et puis là, voilà, de se laisser mouvoir par des gestes qui apparaissent dans cette co-création. Et puis c'était important aussi pour moi d'envisager le plan d'eau et ces espèces de baleines, enfin ces baleines à bosse de la Réunion, comme vraiment des endroits qui diffèrent d'autres endroits de la planète. C'est-à-dire les particularités de ce plan d'eau ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve à Hawaï ou que ceux qu'on trouve aux Antilles. Il y a des paramètres qui sont différents. Donc j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes, que ce soit des scientifiques, mais aussi des acteurs commerciaux, aussi des photographes qui ont passé plusieurs années, voilà, qui connaissent très bien cet environnement-là, pour apprendre de leur expérience et pour commencer aussi à essayer de décrypter ce que je pouvais capter de ces animaux pour savoir si je les embêtais ou pas, s'ils nous invitaient ou pas à une rencontre, parce qu'il y a des choses qui sont lisibles. Donc il y a des choses qui sont très visibles, comme par exemple des coups de caudale et puis des comportements qu'on diagnostique. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus fines, comme par exemple au niveau des yeux, ou des choses qu'on peut lire un petit peu pour se dire, ah oui, là, voilà, je sais que j'impacte, je perturbe l'animal, donc on ne va pas insister. Donc ça, c'était très important aussi pour moi d'en apprendre le plus possible. Et puis ensuite, le travail, c'est sur le plan d'eau, d'arriver à s'oublier, encore comme disait François, c'est-à-dire fort de toute cette méthodologie, de toutes ces connaissances. J'ai aussi étudié ce qu'on appelle les éthogrammes, donc qui sont des lexiques qui répertorient un petit peu les comportements gestuels des animaux, donc qui sont réalisés par des éthologues. Et fort de ça, ensuite, sous l'eau, c'est vraiment d'essayer de se mettre au diapason de ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire de pouvoir être dans le moment présent, écouter ce que la situation nécessite. Et pour ça, ça veut dire être effectivement très à l'intérieur de soi, très à l'écoute de ce qui se passe, des nuances de ce qui se passe. Est-ce que je suis en état d'être un petit peu trop invasive? Est-ce qu'au contraire, je suis un petit peu fermée, j'ai un petit peu peur, donc du coup, je retiens quelque chose? Donc d'être très sensible à cet accordement à l'intérieur, mais dans une navigation avec tout ce qu'on ressent de l'extérieur. Et ça, ce dont je me suis aperçue et qui est très passionnant, c'est que ça se travaille. Ça se travaille et de manière assez... donc nous, on a fait à peu près une vingtaine de sorties et on a eu sur les vingtaines de sorties 3-4 rencontres vraiment qualitatives, vraiment belles. Et à chacune de ces rencontres, je pouvais sentir à quel point, à l'intérieur, j'étais de plus en plus à même de pouvoir écouter justement le besoin de la situation. Donc un peu plus à même de me dire, ah oui, de reconnaître, de conscientiser ces états de présence à l'intérieur et puis les états de présence de l'animal aussi. Donc des baleines, de savoir, voilà, qu'est-ce qui est nécessaire là, à cet endroit, pour que cette rencontre puisse avoir lieu.
Donc c'est vraiment un travail puisqu'on est toujours pendu à son seul souffle entre l'inspire et l'expire. Et en plus, ça veut dire aussi d'essayer de se défaire de cette finalité de l'image. Donc ça a été aussi un vrai voyage intérieur aussi sur l'ego, puisque en général, quand on rentre dans un projet artistique, on a cette démarche vers une finalité. Or là, ce qui devenait un jeu artistique, c'était le processus, c'était toute cette démarche intérieure qui devenait pour moi plus important que la finalité artistique. Donc ça, c'est aussi très passionnant à rechercher. J'ai plein de choses à dire par rapport aux sensations et à ce que ça peut faire évoluer dans mon travail corporel en tant que danseuse, mais peut-être, Marissa, on en parlera un peu plus tard. Peut-être je vais passer la parole. Oui, merci. On peut rebondir sur ce sujet un peu plus tard parce que je pense que c'est le moment de faire entrer Éléonore dans la conversation. Merci Marine et François. Éléonore est très engagée sur le plan écologique. Notamment, on observe cela dans votre solo, courir les yeux fermés au bord d'un ravin. On reçoit les informations sur l'état actuel de notre planète et on reçoit également les informations, les conseils concernant comment nous pouvons tous réagir en face de cette crise climatique. Mais pour commencer, peut-être pour faire le lien avec le travail de François et Marine, d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur votre pratique en lien, les recherches en lien avec le squelette pour parler du corps et leur relation avec l'environnement? Oui. En fait, c'est vrai que c'est intéressant. C'était très intéressant pour moi de vous entendre tous les deux parce que j'ai ressenti quelque chose de vraiment très particulier. C'est cette espèce de porosité entre vous et votre environnement et cette façon dont justement la limite entre votre corps et ce qui vous entoure disparaît quelque part. Il y a quelque chose comme ça qui n'est plus très clair sur qui est moi, qui est l'autre et comment est-ce que je peux rentrer comme ça dans cette espèce de, oui, d'osmose et de respiration commune. C'est vrai que ça m'a donné vraiment envie. C'est quelque chose que je pense que pas tous les êtres humains ont l'opportunité de vivre, en fait. On est très souvent, justement, coltinés à je crois, cette limite, peut-être, on pourrait peut-être même parler de fracture entre soi et justement le monde, comme si notre pensée ou notre capacité à nommer le monde, quelque part, nous rendait extérieurs justement à ce monde-là et nous empêchait justement de rentrer en état de vibration, en état d'harmonie. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle nous entrons dans cette crise terrible écologique, c'est que justement cette capacité que nous avons à nous extraire du monde, à le penser, à le nommer, fait que nous l'objectivons et fait que nous l'instrumentalisons, en fait. Et toute cette expérience que vous relatez de rentrer dans cette eau, pour moi, c'est vraiment retourner à cet état peut-être d'avant le développement de notre cortex, justement, qui nous permet de nommer et qui nous extrait du monde. C'est retrouver justement cette fluidité entre soi et l'autre, soi et le monde, en fait, qui moi, me manque et je pense qui est peut-être une des raisons de cette crise que nous vivons. Voilà. Donc, moi, j'étais très émue de vous entendre et j'étais envieuse de ces expériences que vous réussissez à, à recréer. Voilà, et quand vous dites justement, c'est s'oublier, c'est s'ouvrir, je comprends vraiment bien ce que vous voulez dire par là. Voilà, donc en fait, moi, je travaille vraiment bien sur Terre, donc avec justement toute cette résistance du sol. Et ça me donne, voilà, ce que ça, voilà, ce sol qui nous a amenés vers la verticalité aussi, et vers justement ce développement de notre conscience, qui est à la fois, voilà, la raison de tous ces progrès technologiques et aussi la raison de toute la catastrophe qui est en cours.
donc voilà, moi j'ai mes expériences de danseuse et très souvent mes problèmes physiques en fait m'ont amenée vers différentes pratiques et dont une qui s'appelle la GDS. C'est une pratique de kinésithérapie qui s'appelle les chaînes musculaires et articulaires, donc par une dame qui s'appelle Gaudely Struff. Et c'est une pratique qui met vraiment le squelette au centre de sa pratique. Et en fait, le squelette, ce qui est intéressant, enfin, ce à quoi j'ai été le plus amenée à réfléchir, c'est qu'en fait, le squelette, c'est vraiment ce qui nous donne notre forme. Le squelette a sa propre forme. Le squelette, la forme des articulations du corps détermine l'amplitude du mouvement que je vais avoir vraiment d'une façon très simple à dire. C'est que voilà, l'articulation de mon bras est dessinée de telle manière que je vais pouvoir lever mon bras d'une certaine façon, mais je ne vais pas pouvoir l'emmener n'importe où. Donc, quelque part, mon squelette, c'est à la fois le tremplin de ma liberté, mais il me limite. C'est vraiment quelque chose qui me limite. Et voilà, c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi à comprendre parce que justement, à cause de cette culture du dépassement, la culture du dépassement qui est dans que je trouve très fortement ancrée dans notre civilisation, c'est vraiment de sentir que la liberté, c'est toujours ce qu'il y a au-delà ou toujours tout ce qui ne m'est pas immédiatement disponible. Et donc, voilà, de la même manière, quand on est danseur, il y a toujours cette espèce de réflexe qui est de penser que l'exploit, c'est d'aller justement, c'est d'atteindre quelque chose qui ne m'est pas immédiatement disponible, une amplitude de mouvement qui ne m'est pas immédiatement disponible, des gestes qui ne me sont pas immédiatement disponibles. Et or, le corps, le squelette a des limites qui ne sont pas négociables, en fait. Tout comme la planète, mais on fait comme si c'était pas vrai, comme si la planète, elle avait des limites négociables. Or, non. Et donc, je crois que c'est ce qui m'a vraiment... c'est vraiment ce qui m'a fait ressentir très intimement en lien avec la crise écologique, c'est quand j'ai entendu Aurélien Barraud dire une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Parce que moi, c'est ce que j'avais vécu en tant que danseuse. Moi, j'avais toujours cru que l'exploit, c'était aller au-delà de mes limites, c'était justement me surpasser, etc. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais oui, moi, je sais ce que c'est ça. L'espace de liberté à conquérir, c'est l'espace de liberté que mon corps est en puissance. C'est-à-dire que une fois qu'on accepte les limites qui sont les nôtres, il y a encore tout cet espace de liberté qui est à découvrir. Et c'est peut-être là l'exploit. C'est peut-être là l'exploit. Comment je peux me déployer, comment est-ce que je peux explorer et sentir et habiter cet espace-là, plutôt que de croire que la liberté, c'est au-delà de ça. Et donc voilà, moi, ça m'a beaucoup émue et c'est ce qui je me suis sentie tout simplement très en lien avec cette chose que nous vivons collectivement, cette crise écologique qui nous fait croire que en fait, la solution est ailleurs. La solution, c'est d'aller coloniser notre planète. Bah non, peut-être que l'exploit, c'est d'essayer de vivre et d'apprendre à connaître et de s'émerveiller de cet espace-là qui est, moi, en tant que danseur, mon corps, et en tant qu'humaine, ma planète qui est limitée et qui n'est pas infinie. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Voilà. J'ai essayé un petit peu de montrer ce parallèle entre le squelette qui est une limite et la planète qui est aussi un espace à appréhender, un espace à découvrir, un espace à respecter. Voilà. Merci, Éléonore. Et peut-être je profite pour faire le lien avec cette question juridique concernant de faire fondre un petit peu les barrières entre ces dichotomies humains
animaux non humains, etc. Est-ce que vous avez un avis concernant ces questions juridiques? Est-ce que c'est quelque chose d'important au sein de votre travail? Il me semble que si, de faire fondre ces barrières. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur cette question? Vous me demandez à moi ou? Oui, d'abord, et puis on Oui, peut passer la parole à oui. François et à Marine. Ouais, mais en fait, moi par rapport à cette question-là, j'avais lu dans votre phrase cette idée de faire fondre la dichotomie, animal-humain, et moi je me suis dit que c'était probablement, que c'était peut-être quelque chose, peut-être même d'inverse. C'est-à-dire que peut-être que l'effort actuel, c'est justement de reconnaître l'autre vivant, qu'il soit animal ou végétal, justement dans son altérité, et pas décider ou ne pas fonder mon respect pour l'autre parce qu'il me ressemble ou parce qu'il éveille un sentiment de familiarité ou parce que je me sens proche de lui. Non, c'est vraiment de fonder le respect pour la simple et unique raison qu'il est vivant et bien ou malgré qu'il soit autre. Et je pense que tout l'enjeu est là. Peut-être que l'exploit qui est de l'ordre éthique, c'est peut-être ça de cet ordre-là qu'il est à mener. Et, voilà, c'est quelque chose que j'ai lu le livre de Baptiste Morisot sur ces questions-là. Et il raconte à quel point nous avons tous, c'est pas comme si nous, les humains, nous avions évolué tout seuls dans un environnement qui était resté le même depuis la nuit des temps. Non, non. On a tous coévolué ensemble. Donc en fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment super quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a vraiment beaucoup ému. C'est que toutes les espèces, tous les organismes vivants qui m'entourent sont aussi évolués que moi. Ils ont juste évolué d'une façon différente. Ils ont tous développé une autre manière d'être vivants. Et il y a cette espèce de courage. C'est peut-être ça qu'on doit faire aujourd'hui. C'est saluer ce courage, c'est fonder le respect que l'on peut ressentir pour les autres espèces vivantes, euh, sur le courage qu'il y a à évoluer, ce désir d'évoluer depuis autant de millions d'années, c'est quelque chose à célébrer, c'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose qui devrait suffire, je crois, pour avoir envie qui devrait suffire pour respecter, justement, ça ne devrait pas être fondé sur une ressemblance. On est tous différents. Je ne pourrais jamais comprendre ce que c'est qu'être un cachalot. Je ne pourrais jamais être un cachalot. Je ne pourrais jamais être une plante. Je ne pourrais jamais réussir totalement cette fusion et je ne pourrais jamais totalement. Les autres ne seront jamais totalement comme moi. Et alors? Nous sommes tous autant évolués les uns que les autres. Donc, voilà, je pense qu'il s'agit vraiment de saluer l'ingéniosité, la complexité, la persévérance de tous ces organismes qui ont persévéré dans cette évolution et qui sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. Quand on regarde la complexité et l'ingéniosité de toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales autour de nous, c'est faramineux, c'est incroyable. Toutes les stratégies qu'elles ont chacune développées, mais c'est émouvant et je pense que c'est là qu'on devrait fonder notre. C'est à partir de là que devrait s'exercer toute la réflexion sur le statut juridique. Voilà. Je crois Merci. que j'ai dit tout ce que je voulais dire là-dessus. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, mais en termes de dichotomie, je pense que ce statut juridique, en fait, ça fait réfléchir beaucoup de personnes en termes de cette séparation entre, par exemple, le domaine de la conscience. Souvent, on enseigne toujours, malheureusement, en philosophie, que la conscience, c'est le domaine des humains, que ce n'est pas le domaine des animaux non humains, tandis que dans la communauté scientifique, ça ne fait plus vraiment débat. En tout cas, pour certaines espèces, c'est déjà reconnu. Donc, je trouve qu'il y a toujours ces contrastes-là qui sont vraiment importantes à reconnaître et aussi de dire que oui, effectivement, que chaque être sensible a le droit d'être protégé, de vivre une vie, d'être accordé une certaine dignité de vie. Voilà. Donc, peut-être Marine et François, si vous souhaitez ajouter quelque chose à cette question. Euh,
Bah, oui, moi je pense que effectivement, chaque personne non humaine a droit à de la considération. Je pense que ce mot-là est important, considération. Le juridique viendra après. Mais s'il n'y a pas d'entrée de la considération, on peut bâtir toutes les lois, on peut construire tous les carcans. Ils seront toujours balayés par des gens qui n'auront pas compris que le respect des autres, qui effectivement, tous ceux qu'on voit ici, tous les vivants d'aujourd'hui ont 3,5 milliards d'années d'évolution comme nous, ni plus ni moins. Et que c'est cette extraordinaire différence qui fait toute la richesse et la force du vivant, et que nous sommes uniquement parcelles de vivants. Tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'a pas compris le respect, ça ne sert à rien de construire des lois. Ça ne sert à rien. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? Et c'est là que je rejoins ce que disait tout à l'heure, dans le premier temps, cette importance d'aller rencontrer l'autre. Et moi, je suis pour que les gens aillent s'immerger avec les baleines, pour que les gens aillent s'immerger avec les cachalots. Parce qu'on n'apprend pas à rencontrer l'autre en restant dans son fauteuil. La rencontre, ça se fait les yeux dans les yeux, au contact. Bien sûr qu'elle peut être maladroite, mais il vaut mieux qu'elle soit maladroite et que petit à petit on apprenne, que l'on n'apprenne jamais. Et deux choses, si on n'apprend jamais, on se distancie de l'autre pour toujours et il va disparaître dans l'indifférence générale parce qu'on ne se souciera pas de lui puisqu'il n'existe pas parce qu'on ne l'aura pas rencontré. Par conséquent, l'école de la vie de la nature, la rencontre dans la nature avec les autres êtres vivants est la clé de la compréhension qu'ils existent en tant que tels, qu'ils sont des personnes non humaines et qu'il faut leur accorder de la considération. Bien sûr qu'il faut y aller, pas n'importe comment. Il faut y aller avec des maîtres respect. Et les gens qui font du whale watching, eh bien, ils ont eu des autorisations simplement commerciales, mais on devrait, comme pour les médecins, leur demander d'avoir d'autres compétences qui sont celles d'amener les gens à respecter les autres êtres vivants qu'ils vont rencontrer. C'est-à-dire, ce n'est pas très compliqué d'exiger de ceux qui amènent les professeurs de plongée, les professeurs qui amènent ces gens-là, qui amènent des visiteurs à aller rencontrer les animaux dans le milieu, à prendre le respect. Et tout d'un coup, nous transformons un acte commercial en acte de compréhension de l'autre. Et ça me paraît essentiel. Tant que nous dirons non, on est trop maladroit ou on est trop ceci, il faut tout mettre les animaux sous cloche, on va les mettre dans des réserves, alors nous perdrons pied et nous nous enfermerons de plus en plus dans le monde virtuel dans lequel on est en train de s'enfermer aujourd'hui. On est des citadins qui vivons dans un monde virtuel d'ordinateur et qui nous coupons complètement du reste du vivant. Si nous perpétuons dans cette voie-là, si nous continuons dans cette voie-là, alors nous aurons perdu pied pour toujours et nous ne saurons plus jamais rencontrer ceux qui sont différents. Je pense que c'est une vraie clé. Et quand on plonge avec ces animaux, on s'aperçoit que au début, même quand on est très respectueux, qu'on fait attention, on les perturbe. Exactement comme un ethnologue qui va dans une société pour l'étudier. Au début, lors de son arrivée, il y a une sorte de perturbation. Et puis, petit à petit, il y a ce qu'on appelle l'habituation, qui fait que les autres continuent à vivre comme ils l'entendent, bien qu'ils sachent complètement que vous êtes présent. Et c'est ce moment-là qui est un moment formidable, parce que vous êtes adopté par les autres. Et vous pouvez à ce moment-là rentrer en relation avec l'autre. Pas parce que c'est vous qui voudrez rentrer en relation avec eux, parce que c'est eux qui vont vous inviter et vous accueillir. Et là, cette sorte d'inversion du miroir est quelque chose de formidable parce que les autres vous accueillant, vous comprenez toute leur richesse. Eh bien, tout ça, ça ne s'apprend pas dans un fauteuil. Il faut aller le vivre sur le terrain. C'est indispensable. Et si on dit aussi,
Aujourd'hui, il y a trop de monde qui veulent aller voir les baleines, trop de monde qui veulent aller dans les réserves marines, trop de monde qui veulent aller voir les bouquetins. Que cela ne tienne. Augmentons les réserves marines, augmentons la possibilité, les régions du monde à préserver où on pourra aller à la rencontre de ces animaux. S'il y a une demande si forte pour cette rencontre avec celui qui est différent, pour cette rencontre avec la nature, eh bien, augmentons les endroits. Ne diminuons pas le nombre de gens privilégiés qui ont le droit d'aller rencontrer les autres êtres vivants. Au contraire, augmentons la possibilité de ces rencontres. Créons partout des réserves marines, créons partout des réserves terrestres où nous pourrons, nous, humains, vivre avec les autres en les respectant, mais pas en les mettant sous cloche. Parce que plus on les met sous cloche, plus on renforce le dualisme humain d'un côté, qui a le droit d'ailleurs de mettre sous cloche, de gérer, de penser pour les autres en définitive, et qui semble s'exclure du monde. Plus on pense comme ça, plus on renforce cette idée que, en définitive, le monde, on le regarde sous une longue vue et on peut le gérer, le protéger, l'exploiter, l'étudier, le laisser vivre. En fait, que c'est nous qui gérons le truc. C'est complètement faux. Nous faisons partie de ce monde. Comme le rappelait tout à l'heure Éléonore, ce que dit très bien Baptiste dans son manière d'être vivant, on a tous coévolué. C'est ce que j'écris aussi dans le livre Le retour de Moby Dick avec la rencontre des cachalots. Nous sommes de même nature. Et on ne le comprend que si nous nous mêlons à cette nature. Il n'y a aucune raison de nous en exclure. Mais il y a toutes les raisons de s'y mêler avec considération et respect. Et à ce moment-là, on changera le monde et les lois suivront. Elles ne feront qu'entériner ce que nous vivons. Mais jamais nous ne vivrons ce que les lois vont nous imposer. Et la liberté, c'est l'acceptation des contraintes. Et on accepte les contraintes lorsque tout d'un coup, on les aime. Comment dire, on a compris que c'était ce monde. Cette acceptation-là, elle ne s'apprend pas à coup de loi. Je ne crois pas à ça. Je pense que c'est l'inverse. Je suis prêt à accepter toutes les lois parce que j'aime ceux que ces lois vont protéger ou à qui elles vont donner dignité. Sinon, je vais essayer de les tourner. Les lois, ça se tourne toujours. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit tous les jours. Ça fait 40 ans qu'on veut faire des lois. Ça fait 40 ans qu'on parle de biodiversité. Ça fait 40 ans que les chefs d'État signent des choses qui ne sont jamais respectées. C'est jamais respecté parce que les gens n'ont jamais vécu aux côtés de ceux qu'ils exploitent. Il faut aller à la rencontre, nous réconcilier avec le sauvage en allant nous mêler à lui. Je suis persuadé de ça. Merci François. Je vais passer la parole à Marine. Peut-être on peut revenir justement sur cette question de rencontre avec les autres et en faisant le lien avec les pratiques dites écosomatiques. Je ne sais pas si vous, Éléonore et Marine, vous considérez vos pratiques en tant que faisant partie de l'écosomatique, mais je voulais signaler cet intérêt croissant pour les pratiques dites ainsi, notamment dans un nouvel ouvrage passionnant qui s'appelle L'écosomatique, penser l'écologie depuis le geste, qui est sous la codirection de Joanne Clavel, Isabelle Ginot et Marie Bardet, les artistes et les chercheuses qui ont travaillé depuis un moment ces questions de somatique et du rapport avec l'écologie et la nature. Mais je sais que Marine avait envie d'élaborer peut-être un petit peu plus sa pratique corporelle et je voulais savoir si on pouvait continuer sur cette veine de parler de somatique en lien avec l'écologie. Et tout d'abord, peut-être une question très simple, est-ce que vous voyez, est-ce que ça résonne avec vos pratiques, le terme écosomatique? Écosomatique, oui, complètement. Pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, oui, faire l'expérience de la nature, que ça prévaut à l'établissement de lois,
Et donc, ça rejoint un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure, du fait de faire descendre dans le corps et de parler aussi d'un point de vue cellulaire, vraiment au niveau de la matière, de qu'est-ce qui se joue là en nous, qui nous permettrait d'augmenter notre palette de présence à l'environnement et nos manières d'habiter le vivant, justement. Et donc, par rapport à ça, moi, il y a 3 points qui m'intéressent particulièrement. Donc, il y a ce que j'appelle les plongées intérieures, qui là sont vraiment en lien avec des techniques que je pratique, que ce soit à travers le yoga, à travers le BMC, le Body Mind Centering, et puis d'autres pratiques telles que l'apnée, justement, et encore la médecine chinoise, puisque je pratique aussi l'acupuncture. Donc, tout un tas de portes d'entrée qui vont permettre d'éveiller le niveau perceptif du corps, de le connecter à d'autres sensations, et notamment, par exemple, avec le BMC, on est capable, à travers le BMC, de retraduire au niveau cellulaire des sensations que je perçois dans l'eau. En fait, je me suis aperçue que mes recherches en tant que danseuse que je faisais, donc autour de la fluidité, autour de l'abandon, de l'ouverture, si c'est bon, vous m'entendez toujours, voilà, que je les trouvais vraiment démultipliés sous l'eau. Et en fait, je me suis aperçue donc, que ces états ensuite pouvaient être transposés sur Terre et réactivés également par justement la traversée de ces pratiques écosomatiques. Donc ça, c'est une des premières choses. La seconde, c'est ce que j'appelle les plongées de terrain, c'est-à-dire placer le corps dans un environnement dans lequel il n'a pas l'habitude d'être, dans une situation particulière, comme par exemple l'apnée ou le milieu sous-marin, et qui va nous obliger à reparamétrer les choses de l'intérieur. Donc ça, c'est un concept qui a été repris aussi par l'émersiologie, qui est une science interdisciplinaire dont on parle peu, mais qui, moi, m'intéresse énormément, donc a été développée par Bernard Andrieux, je crois que c'était à l'université Paris-Dauphine, mais je ne suis pas vraiment sûre, à Paris-Descartes, pardon, justement qui cherche à décrire ce qui émerge involontairement du vivant dans la conscience de ce qui est vécu. Donc en fait, quand on place un corps, par exemple, dans un milieu sous-marin, qu'est-ce qui va être obligé d'abandonner et qu'est-ce qui va s'ouvrir suite à ce nouveau paramétrage. Donc ça, c'est le deuxième éveil intérieur qui m'intéresse. Et puis le troisième, c'est vraiment de venir nourrir ce travail-là par la connaissance concrète de ce qui se passe justement dans la nature, en termes de symbiose, en termes de mutualisation. Éléonore comme François, on en parlait beaucoup. Et pas uniquement, pas pour avoir pour but, comment dire, pour imiter ce qui se passe dans la nature, parce que effectivement, je ne serai jamais cachalot. Mais par contre, pour m'en inspirer, et puis pour déjouer des habitudes qui sont les miennes. De me dire, ah oui, il y a aussi cette manière de faire, il y a aussi cette manière d'être. Ça existe. Voilà. Et comment est-ce que je peux m'emparer de certains de ces outils? Par exemple, moi, il y a quelque chose dont je me sers beaucoup dans mon travail, que j'observe chez les animaux, c'est le principe de respiration chorale. Donc, on trouve chez certaines espèces qui font que des décisions sont prises sans chef d'orchestre, mais par accord respiratoire. Donc ça, je trouve ça vraiment fascinant et c'est un travail que j'essaye d'appliquer avec les danseurs avec lesquels je travaille et qui vraiment fonctionne. Et ensuite, sur scène, qui donne la possibilité d'avoir une sorte de tissage qui se fait beaucoup plus énergétique, beaucoup plus invisible, mais quelque part beaucoup plus efficace que ce qu'on a l'habitude de faire visuellement, par le regard ou par des choses peut-être voilà, un petit peu plus habituelles. Et voilà, et te dire que l'eau a fait énormément évoluer mon rapport justement corporel, donc à la fois justement par ces nuances, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, hein, du fait que comment dire, que ça éveille, comment te dire ça, que dans cet espace entre l'inspire et l'expire, c'est un espace de suspension. Et cet espace de suspension, il permet de se dire, il permet de voir en fait toutes les possibles réponses qui s'offrent à moi. Et très souvent, on est pris dans des vagues, on est pris dans des vagues de réponses, on réagit, comme je disais, plutôt que répondre.
Et là, vraiment, cet espace-là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te dire, ah oui, en fait, j'ai tout cet espace de création possible. Donc, qu'est-ce que je choisis à cet endroit-là, et ça nous fait devenir autonome et aussi créateur à chaque instant de qui on est. Donc ça, c'est vraiment aussi libérateur d'un point de vue même sociétal, si tu veux. Je trouve ça vraiment important dans le vivre ensemble, ces endroits-là. Donc c'est des endroits aussi que j'amène les gens même dans les ateliers, à essayer de ressentir beaucoup cet endroit de suspension qui leur permet de redevenir créateurs de leur vie. Aussi, paradoxalement, le travail de l'apnée m'a amené à mieux respirer, tout bêtement, rien que par comprendre comment fonctionnait le diaphragme, comprendre, devenir, mettre en conscience des zones du corps que j'avais oubliées. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et puis, paradoxalement aussi, le travail sur les liquides et dans l'eau, il m'a fait ressentir une puissance intérieure très forte. Parce que dans l'eau, c'est pas uniquement on flotte, voilà, tout est vraiment liquide. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais il y a aussi une puissance intérieure qui s'installe parce que justement, en fait, j'utilise souvent la métaphore de la gouttière. C'est-à-dire quand on aligne la gouttière, et ben, l'eau, du coup, elle va venir vraiment passer de manière la plus optimale possible. Et c'est pareil dans l'eau, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est qu'il y a quelque chose qui vient s'aligner à l'intérieur et qui permet à une énergie extrêmement puissante que je sens circuler en spirale dans une sorte de vortex qui apparaît. Et cette énergie-là est extrêmement intéressante aussi à transposer sur le sol. Et ça, cette énergie dont je parle, elle est aussi particulière selon les plans d'eau. C'est-à-dire selon là où je vais m'immerger, je ne vais pas ressentir la même énergie, je ne vais pas ressentir la même puissance. Par exemple, la Réunion est une île volcanique, donc j'ai énormément ressenti cette énergie volcanique dans l'eau, avec une puissance vraiment, vraiment volcanique. Donc ça, voilà. Et autre chose aussi qui m'a vraiment nourrie et qui est très important pour moi, c'est le rapport à la sensualité qu'amène l'état liquide. En fait, parce que dans l'eau, on fait l'expérience d'une matière qu'on vient repousser, qui nous repousse, qui nous meut. À ce moment-là, par exemple, ensuite sur Terre, en transposant ça, ça amène une sensualité corporelle qui est vraiment particulière. Parce que l'air, souvent, on a l'impression que c'est du vide, or c'est de la matière. Et tout d'un coup, la manière dont je vais du coup conscientiser cette matière, ça va vraiment densifier l'espace autour de moi. Ça m'intéresse beaucoup dans mon travail et à voir avec les interprètes avec lesquels je travaille. Et puis ce rapport de sensualité, parce que sous l'eau, tout est terrain de jeu. Nous, ici, quand on va se promener dans la campagne, on a l'habitude, on est habitué à voir ce vert. Il y a quelque chose qui est un peu comme un bruit blanc dont parle aussi Baptiste Morisot. Alors que sous l'eau, il y a quelque chose où tout devient comme les tapis de jeu pour les enfants. Il y a des textures pas possibles, il y a des couleurs incroyables. Voilà. Et tout ça, ça vient comme nous rafraîchir un petit peu au niveau des perceptions. Et cette chose-là, je pense qu'on peut la voir aussi sur Terre. Je pense qu'on peut la voir aussi dans notre quotidien, avec l'arbre qu'on voit tous les jours. Mais seulement, il faut pouvoir être à un endroit de revenir à une sorte d'innocence au niveau des perceptions, de se dire, d'être dans ce moment présent, ou se dire, voilà, qu'est-ce que la présence de cet arbre, revoir la couleur pour la première fois, quelle énergie m'apparaît, enfin tout un tas de choses qui viennent nous nourrir et qui sont très importantes, je pense. Merci, Voilà, Marine. j'ai un peu répondu à ta question. Je suis désolée de t'arrêter là parce que j'ai le sentiment qu'on peut tous échanger Oui, pendant c'est des ça. heures. C'est passionnant. Mais je voulais donner l'occasion à Éléonore aussi de s'exprimer sur cette question de somatique, écosomatique, et aussi peut-être de toucher un petit mot à la question de transmission. Je ne sais pas si vous êtes dans une démarche de transmission des pratiques somatiques, de vos propres pratiques, mais de savoir pour vous quel est votre rapport avec ces pratiques et la question de sensibilisation pour les publics. Est-ce que vous transmettez ou c'est une transmission plutôt sur scène pour vous? Mais déjà, je pense en tout cas que ce qui est sûr, c'est que tout ce qui permet de resensorialiser nos existences, un petit peu comme ce que disait Marine, c'est-à-dire ramener du sensoriel, mais monsieur disait ça aussi, c'est-à-dire ramener du sensoriel dans nos vies,
ramener de l'expérience physique, éprouver le monde, je pense que c'est absolument central. On ne peut pas avoir envie de préserver un monde qui ne nous émeut pas, que nous ne connaissons pas, que nous n'éprouvons pas. C'est sûr et certain. Ça, sinon, ça reste théorique. On peut y arriver parce qu'on se dit oui, c'est bien de le faire. Alors, on va le faire le lundi, le mardi. Et puis le mercredi, si ce n'est pas ancré dans une émotion, on ne sera jamais assez courageux pour le faire. On ne sera jamais suffisamment sérieux pour que ça tienne. Et donc, effectivement, tout ce qui nous permet de resensorialiser nos façons de vivre, je pense que c'est aussi la clé de cette révolution qui doit advenir. Elle ne peut pas, si ça reste théorique, on n'a aucune chance. Il faut que nous soyons émus, il faut que nous soyons touchés dans notre chair pour avoir envie de sauver la chair des autres, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et pour moi, c'est sûr et certain que toutes les pratiques somatiques, peu importe ce qu'elles sont, que ce soit le BMC, que moi ce soit la GDS, que n'importe laquelle, elles sont toutes une façon de nous, de nous réapproprier tout ce que ça signifie être, en fait. Parce qu'on est sans arrêt projeté vers l'extérieur, il y a toujours un écran entre soi et le monde, un écran entre soi et soi. À chaque fois qu'on prend son téléphone, on oublie de se demander ce qu'on ressent. On oublie de regarder le ciel, on oublie de regarder les oiseaux, et on oublie aussi de ressentir cette jouissance que d'être. Et donc, je pense que toutes les pratiques somatiques sont un chemin vers soi-même et vers la terre, en fait. C'est vraiment cette croissance vers soi-même et vers le bas, en fait. Elles nous permettent de faire ce chemin inverse que la modernité nous encourage tous les jours, chaque seconde à faire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et c'est toujours un espèce d'éclatement vers l'extérieur, en fait. On est toujours sollicité vers... C'est une force comme ça, centrifuge. La modernité, c'est ça. C'est comme ça. C'est des essoufflements qui nous emmènent nulle part, en fait. Et donc, voilà, je pense que toutes les pratiques somatiques, quelles qu'elles soient, nous permettent de nous recentrer, de nous ressentir ce qu'il y a à l'intérieur, de nous en émouvoir, de le connaître aussi. Et comme nous avons tous dit chacun, le corps humain, c'est un morceau du monde. Nous sommes faits du même tissu vivant que tout ce qui nous entoure. Donc, je pense que les pratiques somatiques sont vraiment un outil central. Je pense qu'elles devraient faire partie de l'éducation, je pense qu'elles devraient avoir une place vraiment centrale dans nos sociétés, parce que c'est vraiment cette corde qui peut nous ramener, qui peut nous rattacher à notre survie. C'est-à-dire que c'est en nous, regardons nos vies quotidiennes modernes. Finalement, la seule chose vivante qui reste autour de nous, c'est notre corps, en fait. On est sans arrêt coupé du vivant par la modernité. Donc, le corps, c'est vraiment la voie royale pour retrouver le vivant, en fait, parce que nous en sommes. Et donc, voilà, je pense que c'est toutes ces pratiques somatiques qui sont toutes formidables. Elles ont tout en commun, qu'elles nous permettent de comprendre, de réapprocher ce que les structures internes, nos façons de fonctionner, qu'est-ce que c'est que cette matière-là vivante. Je pense que le corps, c'est une très vieille personne. Le corps humain est une très vieille personne. C'est des milliards d'années d'évolution. Le corps, c'est l'univers dans l'ici. Donc, voilà, je pense que c'est une urgence que de se reconnecter à cette... C'est une sorte de Bible phénoménale. C'est un espace restreint, comme je disais tout à l'heure. Ça peut d'abord, en premier lieu, être ressenti comme comme une limitation, comme un rétrécissement de l'espace. Or, c'est l'univers dans l'ici. Le corps a évolué pendant des milliards d'années. Il a une très très longue histoire. L'histoire de l'univers, c'est la matière qui s'organise d'une manière absolument phénoménale. Le corps humain est cette machine qui est capable de se redresser, de marcher, de faire tout, d'accomplir tous ces exploits à chaque seconde. Voilà. Donc, il y a énormément à découvrir de ce corps-là, il y a énormément à apprendre. Et donc, voilà, je pense que comme le reste, en fait, la façon dont nous nous relions à ce corps humain, c'est un petit peu, elle est très similaire à la façon dont nous relions à l'environnement ou dont nous relions au reste du vivant. Nous instrumentalisons
la planète, nous instrumentalisons la nature et nous instrumentalisons aussi notre corps. Moi-même, en tant que danseuse, pendant très longtemps, j'ai utilisé mon corps. Mon corps, c'était ma ressource, c'était même mes sources de revenus. C'est-à-dire que voilà, j'utilise mon corps pour produire quelque chose. Et essayons peut-être d'approcher le corps et de s'en émerveiller en tant que tel. Habitons-le, soyons en soi. Tout ça, c'est de l'ordre c'est une permutation idéologique, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Bien sûr, il y a énormément de démarches, de démarches de cette sorte à l'heure actuelle, mais quand même, je sens que ce qui prévaut et ce qui est plus général dans notre société moderne, c'est cette instrumentalisation du corps. Quand on s'occupe de son corps, c'est aussi pour le faire travailler, pour le dompter, pour le rendre beau, pour le brandir comme un trophée sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a vraiment une curiosité du corps? Est-ce qu'il y a vraiment un respect du corps? Est-ce qu'il y a un respect de la planète? Non. Est-ce qu'il y a un respect du corps? Non plus. Voilà, on traite le vivant en nous et le vivant à l'extérieur de nous de la même façon. Et je pense que commençons peut-être par nous, commençons peut-être par cette curiosité envers soi-même, envers cette incroyable machine, toujours à l'œuvre, parce qu'elle nous dit, voilà, c'est une vieille personne. Elle a traversé les âges, elle a traversé, c'est toute l'histoire de l'univers dans un squelette, dans des cellules, dans des fonctions. Et donc, voilà, je ne peux que... Voilà, donc pour répondre à votre question, non, je n'enseigne pas les pratiques somatiques parce que je n'ai jamais été suffisamment loin dans ces études-là pour me sentir légitime et pour me sentir assez légitime pour les transmettre. Je pense qu'il faut vraiment très, très bien les maîtriser. Enfin, en tout cas, moi, quand j'enseigne quelque chose, c'est quelque chose dont je me sens absolument 100% sûre, voilà, dont je me sens j'ai l'impression que c'est vraiment... voilà. Moi, j'ai toujours eu une utilisation des pratiques somatiques. Je m'en suis servie quand j'en ai eu besoin. Et c'était toujours dans une démarche créative. C'est toujours parce que, voilà, il y a quelque chose que moi, en tant que personne, m'interpellait et j'ai été le chercher dans les pratiques somatiques et j'en ai fait, j'ai utilisé ces données-là pour faire quelque chose de créatif. Donc, je pense que je ne suis pas encore assez suffisamment, tout simplement, connaisseuse pour les transmettre. Mais j'encourage tout le monde à aller vers ces choses-là. C'est un formidable recueillement. C'est une formidable reconnexion à soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Bah, malheureusement, je pense qu'on arrive à la fin de notre échange, mais c'était vraiment passionnant de vous entendre tous les trois et de découvrir que malgré la grande diversité de vos projets, que vous avez un grand nombre de points en commun aussi, notamment cette urgence d'aller à la rencontre de soi-même et de son environnement. Donc, un grand merci à vous trois et encore merci à la manufacture CDCN pour l'organisation de cette rencontre.